Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière web masterclass des assises de la construction durable en Outre-mer. Donc dans cette dernière web masterclass, on va aborder le sujet de l'assurance construction en Outre-mer. Et je tiens à remercier particulièrement nos intervenants et puis les personnes qui ont participé à la création de cette web masterclass. Donc Anne-Sophie Roussel-Truffy de France Assureur, Frédéric Oville, SMA BTP, et puis Marie-Claude Bassette-Renaud de la SMA BTP aussi, qui s'excuse aujourd'hui puisqu'elle a eu un contretemps. Donc c'est Frédéric qui continuera sur sa partie. Quelques éléments de cadrage avant qu'il se présente, des choses qu'on a déjà rappelées tout au long de ces web masterclass avec l'objectif des assises de la construction durable et là où elles s'inscrivent dans le planning. Donc j'ai fait beaucoup la transition vers les ateliers locaux, puisque l'objectif de ces web masterclass, c'était dans un premier temps de partager, d'avoir une connaissance commune, donc de bénéficier de nos intervenants experts sur les différents sujets qu'on a balayés, et puis pour que derrière, sur les ateliers thématiques qui vont avoir lieu sur vos différents territoires, vous puissiez être à l'aise et savoir qu'en support, vous pouvez toujours reconsulter les web masterclass pour retrouver des notions que vous voulez aborder durant ces 4 ateliers. Donc, premier atelier qui traitera des référentiels techniques adaptés à l'outre-mer. Le deuxième atelier qui sera pour la prise en compte des usages et spécificités culturelles dans les référentiels. Le troisième atelier pour la mobilisation des contributions scientifiques locales dans l'adaptation et la production de référentiels. Et puis enfin, l'atelier 4 pour la capitalisation de savoir-faire et l'utilisation de produits issus de zones géographiques proches. Donc des sujets qu'on a déjà abordés. La présentation d'aujourd'hui sur l'assurance construction, ça va permettre d'englober un petit peu tous les sujets qu'on a traités, que ce soit l'assurance construction en métropole, mais aussi en outre-mer. Donc ça, je laisserai nos intervenants détailler tout ça. On va démarrer par Anne-Sophie, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter et puis présenter France Assureur. Alors bonjour à tous, donc Anne-Sophie Roussel-Truffy, donc de France Assureur, qui est la fédération professionnelle des assureurs. Moi, je suis responsable du risque habitation et de l'outre-mer au sein de cette fédération, et je détaillerai un petit peu plus la fédération juste après la présentation de Frédéric. Voilà, la transition est toute faite, donc Frédéric, je te laisse te présenter rapidement SMA BTP. Eh bien, bonjour à tous. Merci Samuel. Donc, ma responsabilité pour le groupe SMA BTP concerne nos opérations d'assurance hors France dite métropolitaine. Donc, dans mon département, nous élaborons des solutions d'assurance pour nos clients et sociétaires qui développent leurs activités à l'export. Et évidemment, ce volet international inclut l'activité de nos filiales. Et en ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, le pilotage de nos activités dans l'ensemble des départements et collectivités d'outre-mer. Voilà, précédemment, j'ai alterné entre des responsabilités opérationnelles et fonctionnelles, comme par exemple au sein de notre direction technique, là où travaille Marie-Claude aujourd'hui. Donc du coup, peut-être un petit mot sur Marie-Claude qui a participé à la construction de cette web masterclass également. Oui, alors justement, Marie-Claude est notre directrice technique branche construction. Donc, elle a en charge pour le groupe en entier toute l'assurance construction dans sa globalité, ce qui est une lourde responsabilité. Alors, elle est véritablement désolée et s'excuse de ne pouvoir être parmi nous aujourd'hui. C'est bien pour des raisons personnelles et importantes qu'elle ne peut honorer son engagement. Par contre, s'il y a des questions qui viendraient à la fin de la présentation ou par le chat après, évidemment qu'on travaillera ensemble dans l'élaboration de la réponse. Ok, merci beaucoup. Avant de poursuivre, juste un petit visuel qui vous présente les différentes parties de la présentation aujourd'hui. Donc, on aura une première partie sur la présentation justement de France Assureur. Une seconde partie plus en détail sur la SMA BTP. Ensuite, une troisième partie sur l'assurance construction de manière générale et puis une particularité sur les DOM. Dans la quatrième partie, on abordera les spécificités des COM, donc Nouvelle-Calédonie et Polynésie. On verra voilà, qu'il y a des vraies particularités. Ensuite, on aura une cinquième partie qui traitera de l'assurance face à l'innovation. Et enfin, la dernière partie, non des moindres, sur le fait de bien choisir son assureur. Donc, on détaillera un petit peu les précautions et puis les choses à retenir sur le choix de son assureur. Donc, sur la première partie, je laisse la place à Anne-Sophie, du coup, sur la présentation de France Assureur. Oui, merci. Comme je l'indiquais très rapidement en introduction, France Assureur, c'est la Fédération professionnelle des assurances, qui était appelée Fédération française de l'assurance et qui a été créée en juillet 2016
de la réunion donc de la Fédération française des sociétés d'assurance, FFSA, et du groupement des entreprises mutuelles d'assurance, GEMA. Et depuis, du coup, cette réunion, elle réunit aujourd'hui l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance opérant en France, ce qui correspond à 247 sociétés qui représentent plus de 99% du marché. Donc, on peut dire que la quasi-totalité des assureurs sont adhérents à France Assureur. De manière plus précise, les missions de la fédération sont multiples. Donc, une des premières missions, c'est de préserver l'ensemble du champ économique et social en relation avec les activités assurantielles. Bien évidemment, représenter l'assurance auprès des pouvoirs publics nationaux et internationaux, des institutions et des autorités administratives ou de place. On le voit et on le voit également en Outre-mer où on a beaucoup de contacts aussi avec les gouvernements locaux par l'intermédiaire de nos comités locaux, mais je détaillerai ce point après. C'est aussi au sein de France Assureur et pour nos adhérents, offrir un lieu de concertation et d'analyse des questions financières, techniques ou juridiques. Donc, il y a beaucoup d'échanges entre nos adhérents sur toutes les problématiques assurantielles et voir comment on peut les traiter au niveau de la profession avec l'accord de tous les assureurs. On a aussi tout un travail important de données statistiques essentielles à la profession et on a d'ailleurs une enquête dédiée à l'outre-mer. On a aussi toute une mission d'information du public et des médias pour une meilleure connaissance de l'assurance. Et c'est vrai qu'auprès du grand public, l'assurance est parfois un peu complexe. Donc, il y a un travail important de ce côté-là. Aussi la promotion des activités de prévention. On a une association Assurance Prévention qui font un certain nombre d'actions de prévention et notamment avec des budgets dédiés à l'outre-mer. Donc, c'est aussi un point très important au sein de France Assureur. Et aussi promouvoir la place de l'assurance dans le monde académique et de la formation. Et voilà, il y a beaucoup de formations dédiées à l'assurance. Donc, l'organisation de France Assureur, elle dispose bien évidemment, comme toute fédération, de plusieurs instances de décision et de concertation. Donc, sans rentrer dans le détail de toutes ces instances, c'est à noter quand même qu'il y a une assemblée générale avec l'ensemble des membres de la fédération. Et également donc un certain nombre d'instances et des commissions permanentes qui se réunissent assez régulièrement sur différents sujets. On va voir dans la slide suivante les différentes commissions. Donc, on voit qu'on traite de beaucoup de sujets au sein de la fédération. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a la commission des assurances de personnes, de déontologie, commission numérique, etc. Une commission importante à retenir, c'est en tout cas aujourd'hui, c'est la commission des assurances de dommages et de responsabilité, donc qui est rattachée à la direction des assurances de dommages et de responsabilité de la fédération, à laquelle je fais partie et à laquelle est rattaché tous les sujets outre-mer. Ce qui ne veut pas dire que les sujets outre-mer ne traitent que de ça, mais c'est le point d'entrée. Et après, voilà, on peut en discuter avec les différentes commissions, les différentes directions de la fédération, mais si on se sert des autres commissions comme support pour telle ou telle question, mais toute la partie outre-mer est gérée au sein de la commission des assurances de dommages et de responsabilité. Donc, au sein de cette commission des assurances de dommages et de responsabilité, on a la réunion permanente outre-mer, qui est l'instance dédiée à toutes les problématiques outre-mer. Elle est composée donc des principaux assureurs qui pratiquent dans les territoires ultramarins. Comme je le disais, elle traite toutes les questions assurantielles dans les outre-mer et un point très important, puisque c'est une des rares commissions qui est assistée par des comités locaux, puisque du fait de l'éloignement, en fait, il nous a semblé important d'avoir une présence dans les différents territoires d'outre-mer. Donc, il y a 4 comités locaux. Il y a le comité des assureurs La Réunion Mayotte, donc sur ces 2 territoires. Le comité des assureurs Antilles-Guyane, qui a un périmètre assez large, puisqu'il y a Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Guyane. Le comité de Nouvelle-Calédonie et le comité de Polynésie française.
Donc, ces comités sont en lien permanent avec la réunion permanente Outre-mer et les échanges se font très régulièrement. Et comme je l'ai indiqué, la réunion permanente Outre-mer, bien évidemment, s'appuie sur d'autres comités techniques et notamment le comité construction quand il y a des sujets relatifs à la construction, mais ça peut être aussi sur d'autres comités de la fédération en fonction des besoins. Donc je terminerai juste par cette réunion permanente pour dire que la fédération est très, enfin, suit particulièrement tous ces sujets outre-mer. Ok, merci Anne-Sophie. Du coup, on va passer sur la deuxième partie dans la même idée, présentation de la SMA BTP, Frédéric. Merci Samuel. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rapidement vous présenter effectivement le groupe SMA BTP grâce aux quelques slides qui vont suivre. Alors, cette première planche pour vous dire que nous sommes une société d'assurance mutuelle au service des professionnels et des particuliers depuis plus de 160 ans maintenant, et comme son nom l'indique, particulièrement proche, on va dire, du monde du BTP. Sur la slide suivante, vous voyez que nous avons développé des solutions d'assurance pour tous les métiers du BTP et de l'immobilier, au sens large. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, de l'artisan, j'allais dire, au major, et quel que soit le métier exercé, donc de la conception à l'exécution, en passant par la maîtrise d'ouvrage, que celle-ci soit publique ou privée, nous sommes en capacité de trouver des solutions d'assurance à nos clients. Sur la planche d'après, juste quelques chiffres pour vous indiquer la taille du groupe. Notre chiffre d'affaires est, comme vous le voyez en bleu foncé, essentiellement porté par les assurances de biens et de responsabilité. Pour faire simple, c'est l'auto, les couvertures de type multirisque, la responsabilité civile générale et bien entendu la fameuse décennale dont on va parler abondamment cet après-midi. Mais une partie provient également des assurances de personnes, comme par exemple l'épargne, la prévoyance ou la retraite. Vous voyez aussi un effectif de 3600 collaborateurs et un nombre de près de 600 000 professionnels qui nous font, et particuliers qui nous font confiance. Nous aurons plus loin dans la présentation l'occasion d'aborder un nouveau sujet, mais voyez ici la mention de notre marge de solvabilité. La marge de solvabilité, c'est en quelque sorte l'indicateur de pérennité d'une compagnie d'assurance. Donc, c'est un marqueur important. Évidemment, plus on se rapproche du minimum réglementaire, plus la compagnie est en difficulté et plus elle risque de se voir retirer son agrément par notre ministère de tutelle. Cette épée de Damoclès, si on peut dire, est particulièrement structurante pour les branches d'assurance dites longues, comme c'est le cas de l'assurance construction. J'ai prévu d'en dire un mot dans la présentation, mais vous voyez, dans le terme décennal, il y a évidemment 10 ans, donc il faut se projeter dans le futur pour avoir, on va dire, une idée de ce qui nous attend. La notation par l'agence Fitch Rating qui nous confère la possibilité d'accéder à des marchés publics ou de répondre à des critères, notamment lorsque les grands groupes cherchent des assureurs. Ils ont dans leur système de sélection des partenaires des critères liés alors d'une part à la marge de solvabilité et puis la notation financière. Sur la planche d'après, j'allais dire, elle parle un peu toute seule. Elle met en lumière notre volonté d'être un assureur de proximité, c'est-à-dire avec des interlocuteurs locaux que l'on veut être en permanence en interaction avec le terrain, si je puis dire, et y compris dans les DROMCOM, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. À suivre, le commentaire de cette slide, en dehors d'afficher notre volonté d'accompagner nos clients hors France hexagonale,
Voilà, c'est peut-être de vous dire que la pratique de l'assurance à l'international, bon, moi, je considère que ça ouvre les yeux des souscripteurs sur la manière de travailler qui peut être différente d'un pays à l'autre, et donc de la nécessité pour nous de s'adapter en permanence aux différentes contraintes locales. Hein, c'est le principe qui nous anime. Merci Frédéric. Du coup, on va passer sur cette troisième partie, où rentrer dans le vif du sujet de l'assurance construction, en démarrant avec les particularités outre-mer. Du coup, Anne-Sophie, je te laisse la main. Oui, merci. L'idée de ces 3 slides, en fait, c'était de montrer, avant de rentrer sur l'assurance construction en tant que telle, c'était de faire un petit focus sur l'exposition des territoires ultramarins aux aléas naturels, puisque ça aura évidemment son importance après dans la construction et dans les règles de construction. Donc, on a pris l'exemple des Antilles et de la Réunion, et on voit bien que c'est des territoires qui sont multi-exposés, et ça va être une problématique à prendre en considération au niveau de la construction, puisque multi-exposés aux risques naturels, puisqu'ils sont exposés à la fois au séisme, à l'éruption volcanique, aux mouvements de terrain, aux inondations, aux cyclones et aux tsunamis. Donc, ces particularités ont leur importance. On a fait un petit focus simplement pour montrer sur l'aléa sismique, en fait, les éléments que nous, on essaye un peu de rechercher et d'identifier. Donc, on voit par exemple la très forte exposition de la Guadeloupe, pardon, et de la Martinique aux aléas sismiques sur ces cartes. Et on a fait des cartes pour tous les aléas sur ces territoires. Alors, c'est vrai qu'on l'a limité pour le moment aux Antilles et à La Réunion, mais tous les territoires ultramarins sont quand même fortement exposés aux aléas naturels. Sur la dernière slide, c'est pour montrer un petit peu de manière plus précise et sur le bâti, en fait, l'impact, puisqu'on peut voir par exemple, ce sont des exemples, hein, vous pourrez voir tout le détail, mais qu'en Guadeloupe, il y a quand même 74 000 bâtiments, c'est-à-dire 30% des bâtiments exposés à au moins un des aléas principaux, et dont 9 000 bâtiments à un aléa fort. Et en Martinique, c'est encore plus flagrant, puisqu'on a 180 000 bâtiments, donc 100%, qui sont exposés à au moins un des aléas principaux, dont 22 000 à l'aléa fort et à La Réunion, donc c'est quand même 92 000 bâtiments et 28%. Donc tous ces éléments, toutes ces précisions que nous, on essaye de récupérer sur la partie aléa naturelle, ont une importance assez fondamentale après sur les normes de construction, comme je pouvais le dire. Et je laisse maintenant la parole à Frédéric pour rentrer un peu plus dans le détail de l'assurance construction. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Donc, pour dire les choses directement, les objectifs de la loi Spinetta du 4 janvier 1978 s'inscrivent dans le cadre d'une loi de protection que je pourrais dire du consommateur. La loi votée en 1978 a été en fait en réaction à un certain nombre de situations conflictuelles entre des maîtres d'ouvrage et des constructeurs, parfois peu scrupuleux. Et face à des difficultés, ça a débouché sur des contentieux qui étaient longs et coûteux. Le législateur a donc souhaité renforcer la loi de 1967 qui prévoyait déjà tout de même une responsabilité décennale pour les architectes et entrepreneurs. Mais ce nouveau régime a non seulement modifié la nature de la couverture, mais a également introduit une double obligation d'assurance. C'est ce qui est particulièrement spécifique à ce régime français. Une assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage et une assurance de responsabilité qui est elle, à la charge des constructeurs. Pour cela, l'assureur a toujours besoin de s'appuyer sur une analyse de risque des différentes techniques mises en œuvre et des procédés, que ce soit dans le cadre de la souscription de la police de chantier ou dans le cadre de la définition du métier, du professionnel que l'on doit assurer. Sur la planche d'après, donc, on voit apparaître que cette spécificité française s'applique sur les territoires hexagonaux, mais également dans les départements d'outre-mer,
et également à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Et on verra tout à l'heure qu'on a des régimes spécifiques pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Ce système est dit à double détente. Pourquoi cela? Parce qu'il y a en premier une obligation d'assurance pour les maîtres d'ouvrage, comme je l'ai dit tout à l'heure, au travers d'une couverture d'assurance que l'on appelle la dommage ouvrage. Et le pendant, c'est la responsabilité civile décennale, le fameux volet assurance décennale, qui est à la charge des constructeurs et qui va couvrir l'ensemble de l'activité du 1er janvier au 31 décembre en général, l'ensemble des métiers faits par l'entreprise dans le cadre de son activité de professionnel du BTP. Ces contrats sont soumis au clause type et j'aurai l'occasion de le dire un peu plus tard, mais retenez déjà que l'assurance construction à la française est très encadrée par ces articles du Code des assurances. Et sur le volet obligatoire, l'assureur doit s'en tenir uniquement aux clauses type et toute autre rédaction est réputée non écrite car elle serait non conforme à la loi. Ce que j'aurais pu ajouter ici, c'est mettre en évidence aussi la notion de CCRD. Le CCRD, c'est le contrat collectif de responsabilité décennale. C'est en fait la possibilité pour un constructeur de répondre à son obligation de couverture assurantielle par deux contrats complémentaires. Le premier étant le contrat souscrit par l'entreprise à l'année, celui, la deuxième flèche verte, on parle de police d'abonnement, et le second étant une police souscrite pour une opération déterminée en complément de la dommage ouvrage et pour le compte de tous les intervenants. En général, cette faculté, elle est très utile pour l'assurance des opérations d'un montant supérieur à 15 millions d'euros ou pour tous les grands chantiers. Et elle a vraiment permis, on va dire, d'optimiser le coût global de l'assurance construction. Sur la planche d'après, on a un résumé en visuel donc qui permet de voir l'assurance souscrite par le maître d'ouvrage dans le cadre de son préfinancement. Et donc, l'articulation entre la police de chantier et les polices d'abonnement, c'est que c'est toujours l'assureur dommage ouvrage qui va intervenir en premier dans la résolution du sinistre, dans un sinistre de nature décennale, évidemment. C'est le fameux mécanisme de double détente. Il intervient en premier et après, il va chercher à exercer un recours contre les responsables, plus exactement contre les assureurs des entreprises responsables qui disposent, c'est la petite flèche qui va vers la droite, qui disposent chacune, les constructeurs au sens large. Constructeurs au sens large, c'est évidemment les entreprises qui construisent, mais évidemment les entreprises qui conçoivent aussi, donc tout ce qui est architecte, bureau d'études et autres professions de la conception et de l'ingénierie. Donc, on va faire un recours contre les intervenants responsables. Sur cette slide, d'une manière visuelle, les critères d'application de la notion de responsabilité décennale. Dans quel cas la responsabilité décennale s'applique-t-elle? Habituellement, on présente avec trois niveaux. Donc, le premier, c'est la notion de désordre grave. Évidemment que si j'ai une petite porte de placard qui grince, ce n'est pas de nature à faire activer la couverture décennale. C'est dans l'esprit du législateur, au tout départ, c'était des sinistres qui affectaient la solidité de la construction ou d'un de ses éléments constitutifs, donc la viabilité, les fondations, les ossatures, le clos et couvert. Par exemple, une déformation importante d'une charpente peut être un sinistre de nature décennale, alors que quelques tuiles à changer dans le cadre de l'entretien normal de la toiture de son pavillon ne peut pas caractériser un sinistre de nature décennale. Le 2, ce sont des désordres affectant la solidité d'un élément d'équipement dit indissociable.
C'est-à-dire qu'il ne peut être ni enlevé, ni démonté, ni remplacé sans détériorer l'ouvrage que celui-ci équipe. Par exemple, des canalisations encastrées. C'est évidemment très compliqué de changer une canalisation qui est encastrée dans la dalle de son salon. Des installations de chauffage centrales en ce qui concerne plus particulièrement la métropole, des fuites de canalisation enterrées ou tout dispositif parallèle. Le troisième point, qui est réellement une grande spécificité franco-française, on va dire, ce sont les fameux désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Ça veut dire, quel que soit le siège du désordre, c'est-à-dire qui rend le bien inhabitable, donc ça c'est clair, ou impropre à l'usage auquel il est destiné. On peut citer le cas d'un sinistre qui porte atteinte à la sécurité, ça c'est très souvent le cas, ou à la santé des personnes. La sécurité, par exemple, des garde-corps de balcon qui se décèlent, évidemment que ça devient dangereux, donc ça caractérise un sinistre de nature décennale au titre de l'impropriété à destination. Ou, ce qui est arrivé également, le dysfonctionnement généralisé d'un chauffage central d'une école, d'une nurserie, d'un établissement scolaire ou tout autre, c'est évidemment de nature à rendre impropre l'ouvrage à cette destination, du moins dans la France métropolitaine, parce que l'absence de chauffage dans les DROM, ça ne doit pas souvent être une difficulté. Sur la slide d'après, on voit les critères qui concernent l'assurance dommage-ouvrage. Alors, le préfinancement des travaux de réparation, je l'ai expliqué tout à l'heure, des désordres de matériel de nature décennale. Donc, les deux notions de matériel et de nature décennale sont structurantes. Dans l'assurance construction, les assureurs ne vont indemniser que des désordres matériels. On n'a pas vocation à intervenir sur une pure perte, on va dire, financière, en l'absence de dommages matériels. Et donc, un dommage matériel de nature décennale, et on verra après comment est définie cette notion de décennale, affectant l'ouvrage à la construction duquel ont participé les constructeurs. Donc, ça, c'est pour les constructeurs. Le constructeur ne peut être recherché, évidemment, et c'est fort heureux, que s'il a participé à l'édification ou à la conception de l'ouvrage en question. Avant de passer à qui doit s'assurer, je souligne le rôle important de l'expert unique, à qui, en cas de sinistre, on va demander de se prononcer d'abord sur la matérialité des désordres, c'est ce que je viens de dire, puis sur l'origine du sinistre, sa cause, et enfin de déterminer des parts de responsabilité pour chaque, entre guillemets, fautif, si je puis dire. Alors, qui doit s'assurer ? En principe, tout maître d'ouvrage faisant réaliser des travaux de bâtiment. Alors, un maître d'ouvrage, c'est vous, c'est moi, c'est un professionnel, c'est un non-professionnel. C'est vous lorsque vous faites, par exemple, construire votre pavillon. Dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez faire de la prose comme M. Jourdain sans le savoir, mais vous endossez la qualité juridique de maître de l'ouvrage. On a également des catégories de maîtres d'ouvrage réellement professionnels, comme les promoteurs pour la partie de la maîtrise d'ouvrage privée, ou alors des bailleurs sociaux pour tout ce qui est logement social, comme les SAD HLM ou les sociétés de gestion publique d'HLM. Avec une petite exemption, hors logement, pour l'État lui-même, les personnes morales de droit public et les grands risques pour propre compte. Donc, c'est une exemption, mais dans certains cas, si ces personnes morales, notamment de droit public, veulent souscrire une assurance dommage-ouvrage, elles ont bien évidemment la possibilité de nous en demander. Sur la slide suivante, on va voir un petit visuel qui reprend le fonctionnement de la dommage-ouvrage. On voit bien, donc ça se lit de la gauche vers la droite, on voit bien la notion d'ouverture de chantier
qui correspond en général à la période à laquelle on va souscrire la dommage ouvrage. On a un premier temps qui est la période de réalisation, de construction de l'ouvrage, jusqu'au grand trait noir qui va marquer un point pivot, c'est la réception de l'ouvrage. On a donc une période d'assurance décennale qui va couvrir à partir du jour de la réception d'ouvrage, prononcée par le maître d'ouvrage, en général en présence de l'ensemble des intervenants. À partir donc de ce jour J jusqu'à jour J plus 10 ans de date à date, possiblement un sinistre de nature décennale peut être déclaré à l'assureur et il aura donc l'obligation d'intervenir en réparation, comme on le verra tout à l'heure, avec toutefois une petite spécificité qui est la première année de parfait achèvement. Année de parfait achèvement, c'est, on va dire, une sorte de SAV. C'est une année durant laquelle les constructeurs sont réputés intervenir en parachèvement de l'ouvrage pour faire les réglages nécessaires au bon fonctionnement de l'ouvrage en sa globalité. Donc, on a bien 9 ans qui suivent cette première année, ça fait donc 10. Plus exactement, on considère que le temps de résolution des sinistres de nature décennale, ça peut prendre bien plus longtemps que 10 ans, parce qu'un sinistre qui nous est déclaré dans la 10e année, pour peu que ce soit un sinistre d'une certaine intensité, d'une certaine gravité, ça va prendre un temps de réparation qui peut parfois être long. Et on aura finalement le solde de tout compte qu'à l'issue des présentations de l'ensemble des factures de réparation. Voire même, quand un dossier évolue en contentieux, eh bien, on a le temps judiciaire qui entre en jeu, que l'on ne maîtrise pas forcément et qui peut conduire à avoir des résolutions de dossiers de nombreuses années après la période de 10 ans. Ce matin, je travaillais sur un dossier, c'était une souscription, c'était pas une souscription, c'était une construction qui datait de 2006, et vous voyez qu'on a eu le jugement définitif en 2023. Donc, quand je dis que parfois le temps peut être long, c'est une vraie réalité. Je ne vais pas m'attarder sur les exceptions, parce qu'on a un temps qui est limité. Samuel, si tu veux passer sur la planche d'après. Donc, c'est l'assurance de responsabilité décennale. Donc, c'est vraiment le pendant de l'assurance dommage ouvrage. Vous vous souvenez, double détente, DO pour l'assurance globale de l'ouvrage, RCD pour l'assurance individualisée de chacun des constructeurs. L'objectif, c'est donc bien de couvrir la responsabilité civile décennale du constructeur pour la réparation des désordres matériels de nature décennale qui lui seraient imputés, affectant l'ouvrage à la construction duquel il a participé. Qui doit s'assurer? Les mêmes questions. Tout constructeur ayant passé avec le maître d'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage. Certains maîtres d'ouvrage et mandataires, promoteurs, vendeurs d'immeubles et SMistes peuvent également de temps en temps avoir la qualité de constructeur, donc être redevable d'une responsabilité décennale, mais je ne vais pas m'étendre sur ce point-là. C'est un cas particulier. Avec en dernière ligne la mention qu'on n'a pas d'obligation pour le sous-traitant, mais qu'on a une exigence dans les marchés d'apporter des garanties similaires. C'est-à-dire que les sous-traitants ne sont pas, de par la loi, assujettis à l'obligation d'assurance, mais cela n'efface pas pour autant leur responsabilité. C'est deux choses qu'il faut bien différencier. La responsabilité, d'une part, l'obligation d'être assuré pour couvrir cette responsabilité, d'autre part. Et dans la pratique, les marchés des sous-traitants, les marchés de sous-traitance leur imposent contractuellement, c'est un marché, de disposer d'une couverture que l'on appelle de la nature de ceux dont les locataires d'ouvrage sont tenus. C'est en général la formulation de la clause du marché, autrement dit, être assurés comme s'ils étaient en relation directe avec le maître d'ouvrage, puisque vous avez vu que sont assujettis à cette obligation
les constructeurs dans le cadre d'une relation directe avec le maître d'ouvrage, lorsqu'il a passé un contrat de louage d'ouvrage, le contrat de louage d'ouvrage étant le nom du contrat type utilisé dans la construction. Mais c'est un contrat, à vrai dire. La souscription et ses prises d'effet. Une autre petite planche en visuel temporel, la particularité de l'assurance construction, que ce soit pour les garanties, on va dire, souscrites par le maître d'ouvrage, donc dans la dommage ouvrage, ou les couvertures individualisées des polices d'assurance décennale des constructeurs, le pivot et le point de départ, c'est la DOC, c'est-à-dire la déclaration d'ouverture de chantier. Ceci pour France métropolitaine et Drôme. Les assureurs, la loi prévoit que c'est l'assureur à la date de la DOC qui va devoir, j'allais dire, entre guillemets, épouser le risque et donc mobiliser ses garanties tout pendant que son client constructeur est redevable de cette garantie ou tout pendant que le maître d'ouvrage, bénéficiant de la couverture d'assurance dommage d'ouvrage, peut réclamer une indemnisation au titre d'un sinistre de nature décennale. Donc, on a dans la temporalité l'ouverture du chantier, on a une période d'exécution des travaux, et de la même manière que je le montrais tout à l'heure, on a le pivot de la réception et une période de garantie décennale qui s'ensuit, avec une autre spécificité qui sont les réserves qui peuvent être prononcées à la réception et que le constructeur a l'obligation de lever avant de pouvoir bénéficier d'une garantie. L'assurance, on le verra par la suite, ça n'est pas un mécanisme de sécurité sociale, c'est une vraie couverture d'assurance, donc ça répond à certaines règles, et le constructeur a l'obligation de réaliser en totalité l'objet de son marché, donc de fournir au maître de l'ouvrage une prestation, l'exécution d'un marché conforme à ce qui est attendu et prescrit, donc qui fonctionne. C'est la moindre des choses. Sur la planche d'après, nous allons voir les modalités d'application des garanties. Donc, c'est le contrat d'assurance à la date de la DOC qui couvre l'opération. Les garanties sont gérées en capitalisation. Ça veut dire un maintien des garanties pendant 10 ans. C'est une durée ferme, non optionnelle et non négociable. On ne peut pas dire je t'en donne pour 8 ans ou si tu en veux 12 ans, je t'en mets 2 années supplémentaires. Ça ne marche pas comme ça. Comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement encadré. Donc, on doit se maintenir dans ces délais. Les montants de garantie sont des montants légaux, encadrés dans mes clauses types dont je vous parlais tout à l'heure, à hauteur du coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage. En habitation, l'assureur n'a pas la possibilité de limiter le montant. Par contre, hors habitation, par exemple pour les immeubles de bureaux, on a la possibilité de limiter au coût total de la construction jusqu'à une valeur de 150 millions de coûts d'ouvrage et à 150 millions d'euros si le coût de l'ouvrage est supérieur, ce qui fait déjà un très beau montant de garantie, on va dire. Les franchises décennales sont inopposables au tiers lésé. Ça veut dire concrètement qu'un constructeur, dans le cadre de sa protection, de sa couverture d'assurance, a une franchise. Cette franchise, elle reste à sa charge, c'est lui qui devra l'assumer. Ça n'est pas le tiers lésé qui aura une indemnité, on va dire, réduite ou amputée d'un montant qui serait celui de la franchise. Le point suivant, c'est l'importance fondamentale de l'activité garantie. Il existe une nomenclature des activités qui avait été travaillée au sein de France Assureur par le comité construction que Anne-Sophie citait tout à l'heure, afin d'harmoniser entre professionnels les différents libellés périmètres de garantie. Mais l'assuré doit nous déclarer ce qu'il fait et l'assureur, dans le cas de son contrat, stipule par écrit dans son contrat ce pourquoi l'assuré est couvert, ce qui est repris en général dans les attestations d'assurance dans un souci de clarté. Comme ça, tout un chacun, y compris vous et moi, lorsque l'on fait des travaux dans sa maison,
on peut demander à son artisan ou à son entreprise de nous produire son attestation d'assurance. Et là, on verra bien s'il est couvert par son assureur pour les travaux que l'on a envie de lui confier. Le dernier point de la slide, ce sont les techniques non courantes qui ne sont pas couvertes de base. Donc, j'y reviendrai beaucoup plus en détail un tout petit peu plus loin. Pour compléter cette planche, j'aurais pu dire aussi qu'on pourrait parler aussi des travaux faits en lien avec l'agence qualité construction sur ce qu'on appelle le coût de la non-qualité, c'est-à-dire tout l'enchaînement des coûts générés, que ce soit par des malfaçons mineures, qu'il faut tout de même reprendre, ou des sinistres de nature décennale qui peuvent coûter des millions d'euros, tout ceci à mettre en rapport avec le coût beaucoup moindre d'un travail bien fait au départ. Mais là, pour commenter cette planche, sur les modalités d'application des garanties à la notion de TNC, le risque couvert dans les contrats d'assurance de responsabilité décennale repose notamment sur les notions d'activité garantie, comme on l'a dit, et les montants d'opérations sur lesquels le constructeur intervient et sur la nature des travaux réalisés. Sur les montants d'opérations sur lesquels le constructeur intervient, très fréquemment, on offre à l'entrepreneur une couverture d'assurance qui comporte, on va dire, certaines règles du jeu. Dans ces règles du jeu, on a le fait qu'il est couvert par abonnement du 1er janvier au 31 décembre, mais s'il exécute des travaux selon les activités qui ont été couvertes et dans la limite d'un montant d'opération qui, en général, ne doit pas dépasser les 15 millions d'euros. Autrement, il faut qu'il revienne vers son assureur. L'assureur doit aussi pouvoir apprécier le risque technique par le respect d'un certain nombre de référentiels, au titre desquels la caractérisation et l'évaluation des produits, procédés et matériaux pour envisager l'assurabilité des techniques employées. Ce sujet-là a été abordé dans les 2 premières Web Masterclass de manière très claire. Je peux vous y renvoyer. Et le dernier point, ces derniers doivent donc correspondre à des techniques courantes telles que définies par le contrat d'assurance. À défaut, c'est-à-dire mise en œuvre de techniques non courantes, le constructeur doit impérativement en informer son assureur en amont de l'opération pour pouvoir bénéficier pleinement des garanties de son contrat. Les travaux de technique courante font l'objet d'une définition commune entre assureurs, qui reste néanmoins du domaine contractuel avec chaque assureur, mais au sein de France Assureur, on a essayé de travailler sur une définition commune, là aussi pour faciliter la vie de ce que j'appelle l'économie générale du monde de l'assurance construction. La partie suivante, Samuel, tu voulais l'introduire? Oui. Juste, voilà, comme tu l'as fait aussi pour conclure avant sur ta partie sur la technique courante, non courante, tu as très bien fait le lien avec les premières Web Masterclass. Donc, ça vous permet de bien remettre dans la catégorie technique courante de quoi on parle en termes de règles de l'art et de quoi on parle quand on parle de technique non courante et à quel moment, du coup, je dois retourner vers mon assureur pour avoir un peu plus d'informations sur cette partie-là. Donc, merci en tout cas d'avoir fait cette référence à cette Web Masterclass. Sur la 4e partie, je vais redonner la parole à Anne-Sophie, où on va voir justement qu'il y a des vraies spécificités pour les coms. Oui, tout à fait, merci. Donc, on va commencer par la Nouvelle-Calédonie et les travaux menés en Nouvelle-Calédonie, puisque, comme vous le savez, la Nouvelle-Calédonie a une compétence propre sur l'assurance et donc c'est à elle à créer son propre droit de l'assurance. Alors, elle s'est bien évidemment à partir du moment où il y a eu cette dévolution de compétences, elle avait
finalement, tout le code des assurances s'est arrêté à la période où il y a eu cette dévolution de compétences. Et après, c'est la Nouvelle-Calédonie qui a mis en place les réformes successives. Il y a quelques années, elle a souhaité entreprendre une réforme d'ampleur du code des assurances avec toutes les différentes parties du code et notamment sur l'assurance construction. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très complexe, très technique. Et du coup, la France Assureur et les assureurs ont été associés à cette réforme et ont collaboré donc avec Antoine Montel qui était en charge en fait de un soutien technique pour préparer les textes sur du code de l'assurance et Jamil Abdelaziz qui était en charge du pilotage de la mise en place de de toutes les normes de construction et tout ce qui gravitait autour de la construction et notamment dans les travaux sur l'assurance construction. Donc, les assureurs ont participé, et France Assureur, à nombreuses réunions de travail avant pour voir bien les particularités et les difficultés spécifiques au territoire. Et donc, côté associé à ces travaux, à la fois, comme je le disais, les membres de la réunion permanente Outre-mer, mais également pour l'aspect vraiment technique construction, les membres du bureau construction sur ce point. Je vais laisser Frédéric détailler un petit peu plus le système en Nouvelle-Calédonie. Merci Anne-Sophie, mais tu as déjà bien préparé le terrain. La conséquence de tout ce que tu viens de dire, c'est que tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent ne s'applique pas de la même manière sur ces territoires, puisqu'ils ont cette capacité à légiférer dans certains domaines, dont le droit civil et celui des assurances. Donc, vous voyez sur cette première slide l'existence d'un code civil et d'un code des assurances propre à la Nouvelle-Calédonie, auquel on peut ajouter un code de l'environnement selon les provinces, donc il y en a 3, et un code de l'urbanisme, et pour ce qui nous occupe, on va dire, sur notre sujet de l'assurance construction, et d'autres codes spécifiques, vous pouvez les voir sur la partie gauche. Tout cela étant accessible pour tous sur le site Juridoc, qui est un peu le pendant de notre Légifrance pour la métropole et les DROM. Alors, vous allez me dire pourquoi rappeler cela? Eh bien, parce que l'ensemble de ces textes s'impose à l'assureur, comme à toute autre personne, et qu'il est important de savoir où trouver les bonnes informations lorsque l'on travaille sur ce territoire. La planche d'après, donc, c'est le miroir entre le Code civil et le Code des assurances. Cette réforme aura été, en fait, un fait majeur pour la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est quand même pas tous les jours que de tels travaux sont menés. Anne-Sophie a salué l'ampleur des travaux. J'ai la faiblesse d'y avoir contribué et je peux vous dire que c'était un travail vraiment impressionnant. La méthode, Anne-Sophie, tu l'as dit, elle aura été exemplaire et le succès, selon moi, réside dans la conduite en mode projet de la réforme, en faisant travailler et réfléchir toutes les parties concernées et sans jamais avoir la volonté d'y aller au forceps contre les intérêts des uns et des autres. On a vraiment travaillé dans la concertation et cette concertation aura permis de ce que j'ai déjà appelé tout à l'heure l'économie de l'assurance construction, mais cette fois-ci déclinée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, qui est donc propre à ce territoire et qu'il faut désormais faire vivre et rendre pérenne. Donc, je dis ça au passage parce qu'on avait très bien constaté à l'époque que ce n'est pas parce que l'on dispose d'une certaine capacité à pouvoir faire tout seul, si on ne le fait pas, bien le droit finalement se fossilise. Et c'était ce qui s'était un petit peu passé en Nouvelle-Calédonie. En fait, comme la jurisprudence des tribunaux français ne s'appliquait pas là-bas, comme les nouvelles lois votées et rendues applicables, ou les décrets d'application, les évolutions et les normes techniques ne s'appliquaient pas forcément là-bas, eh bien, le Calédonien qui faisait construire avait dans certains cas une espèce de petit vide, ou en tout cas un décalage entre les textes de droit civil et des assurances qui s'appliquaient et ses propres besoins.
Donc cette réforme, elle était particulièrement attendue et bienvenue. Donc sur la slide que je vous propose là, la précédente, excuse-moi Samuel, c'est écrit un peu en petit, je m'en excuse, je ne voulais pas vous faire un test de vision, mais c'était simplement pour mettre en évidence que ça ressemble beaucoup sur le fond et sur la forme au régime de la loi Spinetta, avec les fameuses annexes, vous voyez sur la gauche, annexe 1, annexe 2, annexe 3. En fait, c'est les mêmes clauses types, la même façon de rédiger que ce qui a été fait pour la loi 78 côté France, mais avec des différences que je vais vous détailler par la suite. Tu peux passer. Alors, tout comme en France, nous avons un code des assurances qui est séparé entre ce qui est de l'ordre des lois votées et d'un autre côté, les articles réglementaires qui précisent les sujets. L'occasion pour moi de souligner que ces textes ont été votés à l'unanimité par le Congrès de Nouvelle-Calédonie. L'ensemble des membres ayant, je pense pouvoir dire, ayant perçu l'importance de mieux protéger les Calédoniens et leurs biens. Alors, on trouve sur cette slide la mention de l'obligation d'assurance, d'une part pour les maîtres d'ouvrage en dommages et de notre part pour les constructeurs en responsabilité. Nous retrouvons donc notre principe de double détente que j'ai évoqué tout à l'heure, et avec en bas à droite une numérotation propre au pays, avec loi de pays 241-1 pour la responsabilité obligatoire des constructeurs. Sur la slide suivante, dans le prolongement de ce que je viens d'expliquer, la Nouvelle-Calédonie a donc sa propre rédaction de l'article 1792 que l'on retrouve exprimé sous cette forme loi de pays 1792. Dans l'encadré, on a la définition en question qui est applicable pour toutes les DOC postérieures au 1er juillet 2020, ce qui veut dire que les opérations précédentes restent gérées sous l'Ancien régime. Il n'y a pas de rétroactivité. Cet article est donc ici aussi le pivot du dispositif. Donc, la manière dont le législateur calédonien a souhaité inscrire dans son code civil la responsabilité des constructeurs est la suivante. Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, l'étanchéité de ses couvertures et de ses toitures terrasses, à l'exclusion de celle de ses parties mobiles, ou l'étanchéité de ses parois étaient enterrées. Telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère et est assimilée à une construction, la rénovation, qui s'entend des travaux lourds d'amélioration d'un ouvrage existant. Vous l'aurez remarqué, cette définition n'inclut pas, à ce jour du moins, la notion d'impropriété à destination, qui était tout à l'heure le troisième petit point que j'avais mentionné comme étant la possibilité de faire fonctionner le régime Spinetta côté France Métro et Drôme. Les dommages visés sont limités à la solidité de l'ouvrage, avec une extension tout de même à son étanchéité horizontale, pour la partie couverture et verticale pour les parois enterrées. On est donc quelque part quand même dans une grande continuité de ce qui se pratiquait avant, mais avec une rédaction, on va dire, plus conforme, plus moderne. Sur la slide suivante, je veux dire sur celle-ci que le législateur a donc pris le soin de définir très précisément le périmètre ou plutôt le champ de la responsabilité qu'il souhaite imposer aux constructeurs. Et par effet miroir, il a introduit dans le Code des assurances néo-calédonien l'obligation d'assurance. Vous voyez que là, on se situe dans le Code des assurances et qu'il est écrit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par l'article loi de pays 1792 du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie doit être couverte par une assurance dont la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. On a cette formulation, je vais expliquer un peu plus loin la fin de la définition car c'est un petit peu plus technique, mais je veux signaler qu'avant la réforme, la responsabilité qui pesait sur les constructeurs
était couverte par la mise en place de police locale, de police de chantier locale, opération par opération, de manière autonome, mais celles-ci, je veux dire les polices qui ont pu, ou plus précisément les assureurs, ne faisaient pas de recours contre les responsables. C'était des polices qui étaient individualisées, des sortes de dommages à l'ouvrage, mais sans cette notion de préfinancement avec recours. L'assureur indemnisait et il ne recourait pas contre le ou les responsables. On peut voir juste en dessous de l'encadré l'obligation pour les constructeurs au sens large, toujours, donc concepteurs et réalisateurs, d'apporter la preuve qu'ils sont dûment assurés pour couvrir cette responsabilité qui pèse sur eux. Je pense qu'on peut passer à la planche suivante, je me suis livré à un petit comparatif, on va dire, alors c'est un peu le jeu des 7 erreurs, hein, c'est une sorte de comparatif entre le régime applicable dans les DROM et en Nouvelle-Calédonie. Donc, on a le mécanisme de double détente, que j'ai déjà longuement expliqué, c'est le même. Le mécanisme de préfinancement, il existe également en Nouvelle-Calédonie. Le bénéfice d'un déplafonnement des montants de garantie pour l'habitation, il est également prévu en Nouvelle-Calédonie. La notion de présomption de responsabilité que je dois expliciter parce que je ne pense pas l'avoir déjà fait, c'est une des spécificités de l'assurance construction. En matière d'assurance construction, la responsabilité du constructeur prévoit que celui-ci est présumé responsable. Cette présomption de responsabilité, elle veut dire qu'en cas d'un sinistre, un maître d'ouvrage peut aller chercher la responsabilité de ce constructeur et que ça n'est pas au maître d'ouvrage d'apporter la preuve que le constructeur est responsable de son malheur, mais c'est bien à l'entreprise d'apporter la preuve qu'il n'est pas responsable de du sinistre. Dans le langage des assureurs, on dit que la charge de la preuve est inversée par rapport au droit commun, parce qu'en droit commun, quand moi, particulier, j'accuse un tiers de quelque chose, c'est à moi d'apporter la preuve et de démontrer le lien de causalité, c'est-à-dire de démontrer que la personne que je pense être fautive est bien, que j'accuse en tout cas, est bien à l'origine de mon problème. En responsabilité décennale, c'est le contraire, le constructeur doit se défendre. Et cette présomption de responsabilité est également prévue dans les textes calédoniens. Tout comme les délais légaux d'indemnisation, je les déclinerai tout à l'heure, tout comme les clauses types encadrant les textes. Les délais légaux, je pense que c'est peut-être mieux que je le fasse maintenant parce qu'autrement, je vais oublier de le faire. Les délais légaux, c'est dans les clauses types côté France, on a un maximum de jours à compter de la réception de la déclaration du sinistre, soit dit en passant réputée constituée, c'est-à-dire complète, pour notifier à l'assuré, sur la base du rapport que l'expert unique que j'ai mentionné tout à l'heure aura adressé, une proposition d'indemnisation des travaux de réparation. Ce nombre de jours maximum, il est de 120 jours en Nouvelle-Calédonie. C'est quelques jours supplémentaires par rapport au DROM et à la métropole, mais on a considéré que dans certains cas, compte tenu du fait qu'il fallait pouvoir missionner certains experts ou en cas de sinistre d'une très grande technicité, pour leur laisser le temps de pouvoir se déplacer jusqu'en Nouvelle-Calédonie, on pouvait se permettre d'avoir une dizaine de jours supplémentaires. Il n'en demeure pas moins que l'assureur est contraint par ces délais légaux pour intervenir. Et c'est quand même pas rien. Quand un assureur reçoit une déclaration, il a une sorte de contre-la-montre qui commence et il doit proposer sa solution dans ce laps de temps qui lui est légalement imposé. Les clauses types encadrant les textes, c'est les mêmes. Les exclusions formellement limitées, ce sont les mêmes. C'est le fait intentionnel. Évidemment qu'en cas de fait intentionnel, il y a des limites dans l'assurance. L'usure normale,
constitue une exclusion, une limite de garantie. Le défaut d'entretien ou l'usage anormal peuvent constituer aussi des exclusions limitées, ainsi que la démonstration d'une cause étrangère. Alors, une cause étrangère, c'est par exemple les effets d'un incendie ou des phénomènes de type catastrophe naturelle. Donc, la survenance d'un phénomène totalement extérieur et non intrinsèque à la dégradation du bien. Le dernier point, ce sont les techniques non courantes qui ne sont pas couvertes de base. Là aussi, c'est la même chose dans le texte néo-calédonien. Ce sujet a déjà été, la TNC, très clairement exposé par les précédentes web masterclass que j'ai déjà félicitées, en particulier dans la seconde animée par Yannick Lemoigne du CSTB et Christelle Ebner de la QC, qui a pour thème de l'innovation à la technique traditionnelle. Donc, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, allez les voir. Mais je veux souligner que lors de ces présentations, il a été souvent rappelé que le constructeur doit se rapprocher de l'assureur en amont du chantier pour adapter son contrat s'il met en œuvre des matériaux ou procédés de technique non courantes. C'est tout à fait juste. Pourquoi ça? Car je crois que c'était M. Lemoigne qui le disait, la finalité des normes de la construction, c'est au final d'avoir une production d'ouvrages sécuritaire et qualitative. Or, les assureurs, ça leur va bien. Ils considèrent que c'est le cas lorsque les procédés et matériaux ont fait l'objet d'une évaluation qui est favorable, ce qui débouche sur des systèmes cohérents et pérennes. Donc, ça rend donc l'assurabilité des biens et des ouvrages tout à fait facile. Dans ce contexte, l'assureur maîtrise ses risques. Il évolue dans ce qu'on appelle un cadre d'aléas que l'on peut qualifier de normal, puisque les sujets techniques ont été étudiés par les sachants. Et ceci car un système normatif est au global un outil qui offre à l'assureur une présomption de conformité. C'est-à-dire que pour un chantier non standardisé, eh bien, on doit se rapprocher, il doit se rapprocher pour un chantier non standardisé, c'est ça, il doit en revanche avoir connaissance en amont de la mise en œuvre de la technique non courante et doit adapter le contrat de son client en conséquence pour que la couverture assurantielle soit étendue au cas par cas. Donc, on est bien sur cette notion, techniques non courantes ne sont pas couvertes de base. À l'opposé, techniques courantes sont évidemment couvertes de base. Lors d'une mise en œuvre de techniques non courantes, eh bien, on se rapproche de l'assureur qui fait son évaluation au cas par cas et qui adapte le contrat de son client en conséquence. La deuxième planche de comparatif entre le régime DROM et Nouvelle-Calédonie. Je poursuis donc ce petit comparatif. 1792 est donc spécifique comme nous l'avons vu, mais je veux préciser que le dispositif a été élaboré pour être évolutif. Si cela est souhaité un jour, et bien entendu, si les conditions d'assurabilité sont réunies, eh bien, la matrice globale des textes que je suis en train de vous expliquer pourront relativement facilement être adaptés et élargir le champ des responsabilités couvertes sans avoir à tout réécrire du début jusqu'à la fin. On a travaillé sur ces sujets en lien avec France Assureur et l'ensemble des intervenants, enfin des participants au groupe de travail. On s'était mis cette contrainte pour faciliter, on va dire, la vie à nos successeurs respectifs. La gestion en capitalisation, on a mis idem. Gestion en capitalisation de la dommage ouvrage veut dire de manière pratico-pratique que, quelle que soit la situation juridique de l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage au moment du sinistre, l'assureur dommage ouvrage répondra présent et indemnisera le maître d'ouvrage afin que celui-ci puisse faire réparer son bien si celui-ci a subi un sinistre de nature décennale
donc répondant à la définition de 1792. Comme toujours en droit, il faut actionner les bons articles de loi pour obtenir ce que l'on veut. S'il actionne 1792 alors que ça n'est qu'un sinistre qui relèverait d'une pure non-conformité contractuelle, il se trompe d'article de loi. Ce n'est pas le bon qu'il fallait actionner. Le troisième point de cette planche concerne la possible gestion en répartition des contrats d'assurance de responsabilité décennale. Alors, c'est plus simple qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que c'est l'assureur, au moment de la déclaration de sinistre, qui va gérer et indemniser, le cas échéant, le dossier versus ce qui se passe côté France et Drôme, puisque vous vous souvenez, c'est l'assureur à la date de la DOC, donc à la date de l'ouverture de chantier, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, épouse le risque au moment du premier coup de pioche. Donc la grande différence, elle est là, c'est côté Drôme, l'assureur, au moment du premier coup de pioche, c'est lui qui va indemniser tous les sinistres de nature décennale à compter de la réception, y compris s'il n'est plus l'assureur de l'entreprise au moment de la survenance du sinistre. Il aura, je vous ai dit, il a épousé le risque, c'est un mariage pour le meilleur et pour le pire. Le pire étant s'il n'est plus l'assureur de son client au moment de la survenance du sinistre, mais il va devoir intervenir tout de même en réparation. Le système prévu en Nouvelle-Calédonie, c'est plus simple, c'est un système qui est plus conforme, c'est ce que l'on fait dans les assurances classiques, en automobile, en dommages aux biens, c'est le système en répartition, c'est-à-dire c'est l'assureur au jour de la survenance du sinistre, qui va être l'interlocuteur pour la réparation. Les recours entre assureurs dommages, ouvrages et assureurs de responsabilité civile décennale sont toutefois moins certains, car cela implique que l'entreprise soit encore in boni, je pourrais dire encore vivante, et donc correctement assurée. Si l'entreprise n'existe plus, elle ne sera plus assurée, et en l'absence de contrat d'assurance qui serait encore mobilisable, la tentative de recours sera vouée à l'échec. Vous voyez bien, si je suis assureur dommage ouvrage et que je vais préfinancer, je vais faire un recours contre l'assureur de responsabilité civile décennale, mais dans cette gestion spécifique, je n'aurai entre guillemets un interlocuteur que si l'entreprise est encore vivante, que si elle exerce encore. Autrement, elle sera plus assurée. Donc, ça va obliger l'assureur DO à une plus grande vigilance à la souscription. Il doit, entre autres, vérifier les aspects qualitatifs et normatifs. Il doit faire son analyse technique de manière plus, comment je pourrais dire, affûtée que dans le régime Drôme et métropolitain, parce qu'il ne va pas être certain de pouvoir faire son préfinancement. C'est extrêmement important. Je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure quand on sera dans la dernière partie sur le choix de l'assureur. Alors, sur ces derniers points, je précise que le rôle de l'assureur n'est pas d'être le gendarme des opérations de construction d'une manière générale, mais que nous faisons simplement un dernier contrôle de cohérence globale et nous adaptons le tarif à la réalité de l'opération. Ça, c'est ce qui est un peu partout pareil. La planche suivante, s'il te plaît, Samuel, sur la définition de la technique courante en Nouvelle-Calédonie. Donc, on retrouve dans la partie supérieure du texte tout l'aspect de conformité normative. Encore une fois, ça a été expliqué dans les précédentes masterclass sur la norme. Ça a été parfaitement démystifié et leur rôle crucial a été clairement exposé, donc je vous y renvoie. Vous voyez que la Nouvelle-Calédonie s'en est inspirée. Alors, quand même, je ne peux pas passer sous silence que les normes sont des éléments communs à tous
et qui facilite la bonne compréhension entre les différents acteurs. Donc, c'est quand même extrêmement important. Alors même que nous savons tous que la communication n'est pas toujours facile, avoir des textes communs de référence, c'est indispensable. Bon, je pourrais vous donner une petite anecdote sur ce sujet. Lorsque je travaillais au tout début du plan Borloo sur l'efficacité énergétique, les plus âgés d'entre nous s'en souviendront, dans les groupes de travail, il y avait des techniciens, comme par exemple des ingénieurs ou des BET énergétiques, et des juristes. Je peux vous dire que je me souviens que pendant un certain nombre de semaines, nous ne parlions pas le même langage. J'en veux pour preuve que lorsque les techniciens évoquaient la température intérieure conventionnelle de référence, eux, les techniciens, ils pensaient à la température qui doit être mise dans leur logiciel, dans les logiciels de calcul, selon les dispositions de la réglementation thermique en vigueur à l'époque, alors que les juristes, ils comprenaient le terme conventionnel comme étant la température mentionnée dans le contrat. Parce que quand on est juriste, une convention, c'est un contrat. Donc, pour les premiers, les techniciens, elle est fixe, elle est commune à tous, elle est dans les référentiels, alors que pour les seconds, elle était modifiable en fonction de la volonté des parties. Donc, vous voyez que même avec la meilleure des volontés, avec un même terme, en l'occurrence, c'était celui de conventionnel, la compréhension peut être différente. D'où l'importance de cette notion de normalisation. La normalisation ou la standardisation, on ne le dira jamais assez, elle permet de faciliter la bonne compréhension de tous et d'avoir surtout un support commun de référence accessible à tous. C'est pour un assureur, évidemment, le cadre indispensable pour permettre l'assurance, et c'est pourquoi c'est la plupart du temps une condition garantie dans nos textes, repris dans la fameuse définition, dans le haut de la définition de la technique courante en Nouvelle-Calédonie, comme dans les DROM ou en métropole. Alors, en ce qui concerne à proprement parler de la définition spécifique de la TNC en Nouvelle-Calédonie, l'encadré en rouge, c'est quasiment tout pareil que dans les DROM, sauf ce qui est mis en exergue dans le bas de la slide, est considéré comme de la technique courante les procédés ou produits faisant l'objet, au jour de la passation du marché, d'un agrément RCNC publié au registre tenu par le gouvernement et non mis en observation par la C2P. Alors, en intégrant ainsi l'agrément RCNC, les assureurs ont accordé en a priori leur confiance dans ce système, dans ce système que je pourrais dire quasi normatif. Ce crédit fait aux représentants du gouvernement de Nouvelle-Calédonie oblige ces derniers quand même à un devoir de grande vigilance. En effet, il est vital pour préserver la pérennité globale du nouveau dispositif d'assurance construction que chaque acteur impliqué dans cette validation agissent de manière, et que ce soit sur le fond les contributeurs ou tous, agissent de la même manière et dans le même esprit que le font les contributeurs dans les commissions techniques de normalisation, que ce soit pour la France ou dans d'autres systèmes normatifs à travers le monde. C'est-à-dire dans le souci de tous et non pas pour servir des intérêts particuliers. Il faut donc développer une certaine capacité de résistance lorsqu'on est dans ces commissions pour se focaliser uniquement sur les preuves techniques des produits et possiblement ne pas se laisser influencer par des présentations à velléité uniquement commerciale. Donc, je me permets d'insister sur ces points-là. Vous pouvez peut-être me trouver dur, mais cette mise en place d'un système et d'une économie, elle oblige chacun des acteurs à être réellement responsable. Samuel, si tu veux bien passer sur la planche suivante. Cette planche pour visualiser le site où est hébergé le référentiel de la construction en Nouvelle-Calédonie, mon fameux RCNC. Sur votre moteur de recherche, si vous tapez rcnc.gouv.nc, vous arriverez à cette page d'accueil et vous n'aurez plus qu'à vous laisser guider. Sur la partie de gauche, vous voyez les différents sujets traités. Vous y trouverez entre autres la liste des normes applicables en Nouvelle-Calédonie dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et du génie civil. Donc, extrêmement facile pour tous les intervenants d'en prendre connaissance. Et vous voyez juste en dessous l'onglet normes NCRC qui sont spécifiques au territoire. Et là, on peut en particulier situer la norme sur la performance énergétique des bâtiments de Nouvelle-Calédonie qui a été publiée il y a pas très longtemps.
ainsi qu'un onglet important, sur la gauche toujours, qui s'appelle Matériaux et procédés agréés localement. J'y reviendrai. Donc ça, c'est pour m'assurer que tout le monde saura désormais où aller chercher l'information. Alors, comme je vous le disais, la Nouvelle-Calédonie a intégré dans son droit interne la majeure partie du système normatif français. L'arrêté que je vous présente là, l'arrêté mentionné sur cette slide est la référence. Alors, pourquoi le rappeler? Encore une fois, au risque d'insister, car tout professionnel doit respecter ces textes, que l'on soit concepteur ou constructeur en Nouvelle-Calédonie, mais y compris les assureurs. Et donc, moi ou mes confrères, dans le cas d'un sinistre, la réparation de notre ouvrage devra impérativement se faire dans le respect des normes en vigueur. Nous n'aurons, nous aussi, pas le choix que de faire imposer et respecter ces termes. La planche d'après, Samuel, si tu veux bien. Cette slide, pour revenir encore quelques minutes sur la notion de normes. Donc, et pour vous dire que la publication a été faite au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 1er septembre 2020. Ma propre définition de la norme, c'est en quelque sorte, pour moi, Frédéric Aubille, le bras armé d'un État ou d'un pays pour, d'une part, protéger et sécuriser les personnes et les biens, exemple, la qualité des produits, et définir des niveaux de performance, atteindre les objectifs. Exemple, les normes sur la consommation énergétique ou la réduction de la dépendance aux énergies fossiles. Ceci est nécessaire, en fait, quels que soient les sujets, y compris dans la vie courante. Vous aurez tous, sans doute en mémoire, c'est pas récent, c'était au début des années 2000, mais ça avait quand même marqué tout le monde, le petit problème sur les biberons, qui avait été qualifié dans la presse à l'époque de toxique pour les nourrissons. Et pour cause, il contenait c'était je crois du bisphénol A. C'est un produit qui est classé cancérogène, mutagène et reprotoxique. C'est quand même pas rien. Dans ce cas, on est tous très heureux d'avoir des normes. En l'espèce, c'était la norme qui encadrait l'utilisation des matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. C'est quand même bien d'avoir tous dans la vie commune un système normatif protecteur. C'est ce côté protégé et sécurisé. Plus récemment, c'était en juin 2017, vous vous souvenez du gigantesque incendie de la tour Grenfell dans l'un des quartiers de Londres. Ça aura marqué tout le monde, puisque malheureusement, il y a eu plus de 70 morts, je crois. La question qui a été posée dans la une des journaux le lendemain, je m'en souviens bien, c'était « mais est-ce que cela pourrait nous arriver chez nous ?» La même chose lorsqu'il y a eu l'effondrement du pont en Italie. Tout le monde a dit c'est une catastrophe et tout le monde a dit mais est-ce que ça pourrait nous arriver aussi? Là encore, nous sommes tous très contents d'avoir, en France ou dans d'autres pays, un système normatif robuste et une réglementation. Quand je parlais de la tour Grenfell, une réglementation incendie dans les bâtiments résidentiels qui est de nature à nous prémunir d'un tel désastre. Donc il faut, parfois on voit les normes comme étant extrêmement contraignantes, mais rappelons-nous tous que c'est quand même pour notre bien commun. Et de la même manière, l'assureur fait respecter ces normes parce que lui, ça lui permet de travailler dans un environnement normal, je leur dirai tout à l'heure. La planche suivante va nous... alors, cette planche, en fait, d'abord, un grand merci à l'AQC pour la production de ces assises, car en écoutant nos deux intervenants des premières Webmasterclass et en préparant ma présentation, j'ai eu comme une révélation. Donc, je me suis dit, mais comment les professionnels calédoniens ont-ils accès aux informations techniques qui caractérisent les matériaux bénéficiant d'un agrément RCNC? J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé. D'où cette proposition d'améliorer le site du RCNC, le site en ligne que je vous ai présenté tout à l'heure, pour que chacun puisse trouver ces informations. Donc, il s'agit, ma proposition, de mettre à disposition des informations complémentaires à caractère technique. Ceci tout à fait à l'instar de ce qui se fait classiquement par l'AFNOR ou par exemple le CSTB pour les ATEC ou les DTA, donc de fournir un dossier technique qui est présenté par l'entreprise qui sollicite l'évaluation, une évaluation technique du groupe spécialisé qui a étudié la demande localement et une fiche de synthèse
publiée, accessible à tous les professionnels. Cette fiche résume généralement l'essentiel, les procédés, la description, le domaine d'emploi, comme on l'a vu dans une des webmasterclass. Et vous l'aurez compris, l'essentiel pour que ce que j'appelais tout à l'heure la nouvelle économie de l'assurance construction fonctionne bien, que l'ensemble des intervenants puissent parler le même langage et donc avoir accès à des règles communes en détail. À défaut, comment voulez-vous qu'un architecte ou un bureau d'études techniques puisse établir ses prescriptions à bon escient? Comment pourrions-nous reprocher à un constructeur de ne pas respecter les préconisations de mise en œuvre s'il n'a pas pu en avoir connaissance? Ou comment, tout simplement, un bureau de contrôle peut travailler dans le cadre des missions qui lui sont confiées? Il va falloir que j'accélère un petit peu, je pense, parce que le temps tourne. Des points de vigilance pour préserver le système. Donc là, c'est l'importance cruciale de l'indépendance des commissions d'agrément, l'importance de confier la validation à des collègues d'experts sachant reconnus et une nécessité d'avoir des filières professionnelles structurées, accès au métier du BTP, formation initiale et continue. J'aurais pu ajouter la nécessité de traiter des sujets liés aux pathologies connues et spécifiques au territoire, comme ceux connus sur le béton en Nouvelle-Calédonie, par exemple, en mettant en place un dispositif visant à prévenir la survenance de nouveaux sinistres. Mais si on creuse un peu, pourquoi avons-nous une nécessité de pérenniser le système qualificatif? Car l'assurance fonctionne sur la base d'un aléa et d'un équilibre financier entre les cotisations perçues et le sinistre payé. S'il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas d'assurance possible. Et s'il n'y a pas d'assurance possible, il n'y a pas d'assureur localement. S'il y a un dispositif avec une obligation d'assurance, comme on l'a vu dans les DROM, en métro et en Nouvelle-Calédonie, sans assureur en capacité de porter ces risques, cela devient un peu kafkaïen. Je vais voir la planche d'après, Samuel. Ah non, c'est la Polynésie. Ensuite, on passe sur... On revient sur cette planche. Sur le second point, quand même, en cas de déséquilibre économique, c'est-à-dire lorsque l'assureur a des montants de sinistres à indemniser supérieurs aux cotisations perçues, eh bien, cela génère une nécessité d'augmenter les tarifs. Et il faut le dire, augmenter les tarifs, ce n'est pas une fin en soi pour un assureur. Ce serait plutôt une situation qui répondrait à une obligation réglementaire pour nous, afin de conserver notre agrément, on le verra tout à l'heure. Et en bout de chaîne, malheureusement, un consommateur final qui supporterait cette hausse, alors même qu'il aurait possiblement des produits de moins bonne qualité. Donc le cercle de la non-qualité n'est pas vertueux. Voilà, passe à la Polynésie, s'il te plaît. Voilà, sur la Polynésie, avec un petit mot d'Anne-Sophie, peut-être, sur la Polynésie, avant que tu enchaînes. Oui, alors juste un petit mot pour dire que la Polynésie, en termes de compétences, si on peut faire le parallèle avec la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'elle a eu une dévolution de compétences sur la partie assurance. Toutefois, l'ampleur des travaux menés en Nouvelle-Calédonie n'ont pas encore été menés, en tout cas en Polynésie. Ils ont commencé et ils se sont aussi, en tout cas, ils ont sollicité l'aide et la compétence d'Antoine Montel, comme c'était le cas en Nouvelle-Calédonie. A priori, l'assurance construction sera un sujet, mais pour le moment, ça ne semble pas être à ce stade dans leur priorité, puisqu'il c'est vrai qu'il y a d'autres parties, en tout cas concernant l'assurance, qui souhaitent travailler préalablement, notamment sur l'encadrement des entreprises, les intermédiaires. L'assurance auto aussi semble être une préoccupation en Polynésie. Toutefois, si le gouvernement de Polynésie souhaitait mener des travaux tels qu'ils ont été faits en Nouvelle-Calédonie, les assureurs répondront naturellement présents pour les accompagner comme ils l'ont fait en Nouvelle-Calédonie. Et comme l'a très justement montré Frédéric, il est important d'avoir une vision globale de l'ensemble de
de la branche construction dans son ensemble, que ce soit les normes, que ce soit les acteurs de la construction. Et donc, on espère que si la Polynésie entend mener toutes ces réformes, elle travaille un peu en mode projet, comme l'a fait la Nouvelle-Calédonie, pour prendre en considération tout l'ensemble de la construction et du milieu de la construction. Toutefois, ce n'est pas le cas, donc je vais redonner la parole à Frédéric, qui, j'espère, a eu le temps de boire un peu pour reprendre son souffle, pour expliquer du coup l'assurance de construction en Polynésie. Voilà, donc Frédéric, je vais te redonner la parole. Donc la Polynésie qu'on a sous-titré la loi Spinetta sans l'obligation d'assurance. Exactement, merci Samuel. Donc, dans cette slide, pour dire que la loi du 4 janvier 78 est applicable dans ses articles 1 à 5, avec une présomption de responsabilité qui pèse sur les constructeurs, mais sans que la souscription d'un contrat d'assurance spécifique soit obligatoire et en l'absence de dispositifs normatifs propres, donc l'utilisation des normes françaises ou européennes, qui ne sont pas toujours adaptés au territoire, mais à défaut de mieux, on doit, et vous aurez compris mon attachement à un système normatif robuste, on se raccroche à ce que l'on connaît de mieux, c'est-à-dire les normes françaises ou européennes. Je pense qu'en fait, on peut dire, en ce qui concerne la situation de la Polynésie à l'heure actuelle, que c'est une sorte de mixte entre ce qui s'applique dans les DROM et ce qui s'applique en Nouvelle-Calédonie. Sur la planche d'après, donc la solution assurantielle, je ne veux pas établir de comparaison avec les DROM et la Nouvelle-Calédonie. Le pays est libre de faire évoluer ses textes et Anne-Sophie a en adressé le contour. Un simple conseil peut-être, vous allez peut-être dire que je radote, mais si l'on bouge quelque chose, c'est l'ensemble du puzzle économique global de l'assurance construction qu'il faut faire évoluer. Donc, ce sont des travaux, c'est-à-dire dire, il y a un choix à faire, soit le pays veut conduire cette réforme et on y va, soit il estime que ce n'est pas le moment, eh bien on attendra ensemble que ce soit le bon moment. Dans l'immédiat, la solution assurantielle, c'est la mise en place de polices de chantier au cas par cas, de type garantie longue durée pour 10 ans, comme on le faisait en Nouvelle-Calédonie précédemment, garantissant opération par opération la responsabilité des constructeurs, mais toujours sans mon système de préfinancement et de recours. Donc, c'est un système peu responsabilisant pour les constructeurs. Ok, merci Frédéric. Du coup, ça va nous laisser un petit peu de temps parce que c'est vrai que ça file sur cette 5e partie, sur le positionnement assurantiel vis-à-vis de l'innovation. Merci Samuel. Et puis, je vais prendre le temps de ne pas bâcler cette dernière partie de la présentation parce que s'il y a des questions qui sont posées au terme desquelles on n'a pas le temps de répondre, on y répondra par écrit comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, sur ce premier point, c'est une évidence que les assureurs ne sont pas des freins à l'innovation. C'est une règle valable dans le monde entier. Les villes se renouvellent en fonction des besoins et des évolutions technologiques, et les assureurs accompagnent ces mouvements depuis toujours. En revanche, il y a parfois certaines spécificités, comme le renforcement des engagements environnementaux dans le secteur de la construction, qui peuvent précipiter un peu certains mouvements, ou la nécessité de construire des logements adaptés aux conditions climatiques futures. Donc ça, c'est un constat. Actuellement, ce sont des grands enjeux qui vont nous animer. Le monde, dans sa globalité, doit faire face à ces nouveaux enjeux. Et en parallèle, les consommateurs que nous sommes avons un nouveau rapport au bâti. C'est vrai partout. J'ai vu cet été que c'était au mois d'août, je crois, que la Nouvelle-Calédonie avait poursuivi ses rencontres sur la thématique. Ça devait être nos constructions sont-elles adaptées à notre mode de vie? C'est une très bonne question.
Et il est certain que les moyens modernes de communication et la possibilité pour certains de faire du télétravail, ça change la donne. C'est comme ce que je mentionnais sur la planche d'avant. Cela me fait penser qu'on entend souvent parler de techniques ancestrales. Oui, c'est vrai que dans les temps anciens, on avait un certain savoir-faire, mais attention, d'abord, la notion d'entretien faisait partie de la vie courante, je pense personnellement plus que maintenant. Et puis, si un bâtiment s'effondrait, il n'y avait pas l'assurance décennale, l'assurance construction pour payer, donc tout le monde en prenait soin, et on savait qu'au bout d'un certain temps, eh bien, le bâtiment était voué à la ruine, c'était comme ça. Alors, remettre au goût du jour certaines techniques n'est pas un problème, à condition toutefois que les savoir-faire demeurent. Et ce n'est pas toujours évident. Hein, le fameux geste technique que les compagnons mettaient parfois plusieurs années à acquérir. On l'a vu dans le cadre de la rénovation de Notre-Dame, de Notre-Dame de Paris, ça a été un sujet. Et que cela soit compatible avec l'environnement technico-juridique contemporain, eh bien, pourquoi pas, mais avec des prérequis. Revenons à la slide, hein, où il est noté que nos modes de vie évoluent et que les acteurs de la construction doivent prendre en compte ces nouvelles attentes. Ben, c'est tout à fait vrai. Regardez la notion de réversibilité des bâtiments qui a été prise en compte pour la construction du village olympique des prochains JO. Avec la transformation des espaces après leur première utilisation, c'était une contrainte forte pour les architectes et le résultat s'annonce prometteur et c'est une très bonne chose. Nous verrons. Dans l'encadré en vert de gauche, c'est la notion de mise en œuvre de matériaux biosourcés, on aurait pu dire géosourcés ici, géosourcés aussi, ou issus du réemploi qui se développe avec une grande rapidité. Les assureurs doivent en tenir compte. Dans l'encadré de droite, on met en lumière le recours à la préfabrication, c'est-à-dire en fait une construction hors site, ce qui était donc en rupture avec les techniques traditionnelles d'édification des immeubles, donc préfabrication qui a tendance à généraliser. Vous percevez bien que cela peut possiblement perturber dans le schéma, dans le sens modifié, le schéma classique mis en place en 1978. Mais évidemment que les assureurs vont accompagner le mouvement et vont être partie prenante de manière très responsable à l'ensemble de ces évolutions. Ensuite, sur la planche d'après, les impacts de l'apparition de ces nouveaux risques. Bon, on a des nouveaux risques qui sont liés à tout ce que je viens de vous dire. Je n'ai pas tout cité, mais la qualité de l'air, les notions et la notion d'impropriété au regard de l'aspect environnemental du bâtiment, les nouveaux usages. Donc, on a une multitude de nouveaux risques qui apparaissent. On a un début d'inventaire à l'après-vert, mais il est plus long que ça. Les nouvelles technologies, la cybersécurité, avec une aggravation du risque cyber sur le chantier, mais également en cours de vie du bâtiment. Or, on a maintenant des outils qui sont des immeubles qui sont de plus en plus connectés et pilotés à distance. Donc, là, est-ce qu'on aura une impropriété à destination si le bâtiment ne peut pas être piloté à distance? On a vu que pour la santé des personnes, c'était certain. Pour une absence de pilotage pendant 2 heures, est-ce que ce sera le cas? Je n'en sais rien. Par contre, ce qui est nouveau, c'est, il me semble, par rapport à tout ça, et si on regarde un peu dans le rétroviseur, c'est la vitesse à laquelle les choses évoluent maintenant. La maison connectée bardée de capteurs que je viens de vous vendre, c'était dans les livres de science-fiction il n'y a pas si longtemps. Hein. La difficulté de cette accélération, c'est que nous n'attendons plus d'avoir un retour d'expérience sur une nouveauté que la génération suivante est déjà commercialisée. Donc, ça perturbe un petit peu les modèles des assureurs qui, en général, pour prédire l'avenir, regardent dans les rétroviseurs. Or, quand dans le rétroviseur, on ne voit pas très très loin, ben, la possibilité de prévenir correctement devient plus ténue. Bon, je pense qu'on peut simplement dire qu'on va observer tout ça dans le temps, mais que les conséquences peuvent être plus ou moins grandes. Le deuxième petit point sur les responsabilités, bon, on a mis pareil un peu pêle-mêle tous les sujets. Donc, l'évolution des responsabilités pour, par exemple, le contrôleur technique,
s'il doit prendre des positions sur l'utilisation de matériaux de réemploi en l'absence de règles professionnelles, sur quoi va-t-il se baser? Idem pour la validation des éléments préfabriqués en usine. Habituellement, il allait sur chantier, il voyait. Maintenant, il ne va pas se rendre dans l'usine de préfabrication. C'est un peu compliqué. Donc, on peut dire c'est tout à fait normalisé, mais dans la mission du contrôleur technique, ils doivent le vérifier. Donc, quelle sera sa responsabilité? C'est également la même chose pour les nouveaux matériaux, les nouveaux procédés mis en œuvre pour répondre à une nouvelle ambition politique. C'est sans qu'une filière n'ait pu se structurer totalement, c'est-à-dire si on va trop vite. Je pense en disant cela particulièrement au début du photovoltaïque. On a dû faire face à un certain nombre de sinistres. Et moi, je pense que le problème de la normalisation, qui n'avait pas été faite suffisamment correctement, en est à l'origine. Face à la planche d'après, si tu veux, la réponse assurantielle en matière de responsabilité décennale. Bon, on a une nécessité d'accompagner la filière en sécurisant au maximum. C'est déjà ce que je vous ai dit. On a toujours des cas un peu particuliers, comme par exemple un peu plus bas dans la planche pour la mission ACV, les missions analyse de cycle de vie, qui sont des nouvelles missions qui apparaissent. Donc, en permanence, l'assurance construction n'est pas une langue morte qui n'est plus utilisée. L'assurance construction est une langue vivante, donc on doit l'adapter. Comme je le disais, donc les assureurs accompagnent ces innovations et travaillent pour offrir des réponses assurantielles aux professionnels à hauteur de leurs enjeux, même si on manque de retour d'expérience. La planche suivante, Samuel. Ouais, on passe sur la partie 6, donc sauf si tu avais des choses à ajouter sur cette partie 5, mais qui étaient des sujets qu'on a effleurés et commencé à aborder dans d'autres parties, sur le fait de bien choisir son assureur, mais on le comprend hein, quand tu as bien montré tout ce qui était de l'ordre de la dommage ouvrage et de la décennale. Du coup, je vais vous laisser continuer sur cette 6e partie. Merci, merci Samuel. Alors, pour m'amuser, je vous propose la définition trouvée dans la très très grande encyclopédie Wikipédia. Une assurance est un service qui fournit une prestation lors de la survenance d'un événement incertain et aléatoire, souvent appelé le risque. La prestation généralement financière peut être destinée à un individu, une association, une entreprise, en échange de la perception d'une cotisation d'une prime. Donc tout cela est juste. La survenance de l'événement incertain particulièrement et l'aléa, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Moi, j'aime bien compléter par cette notion de partenariat, parce que dans la réalité, de manière pratico-pratique, il s'agit d'un transfert de risque. L'assureur s'engage à prendre à sa charge un coût qui serait resté une charge financière pour l'assuré en l'absence de couverture d'assurance. Cela implique de bons échanges entre l'assureur et son client. Cela implique que l'assuré ait fait une bonne déclaration du risque, qu'il ait absolument tout dit et bien dit à son assureur. Et ça impose à l'assureur de bons conseils, notamment, par exemple, quand on parlait de techniques non courantes tout à l'heure. Sur la planche d'après, sur bien choisir son assureur. L'assurance construction en particulier est un système obligatoire et protecteur des particuliers. J'espère que vous l'aurez bien compris. C'est un risque long, c'est acquis. Ce qui est nouveau dans cette planche, c'est la mention pour l'assureur de son obligation pour les compagnies de respecter une méthode de provisionnement, des PSNEM. Tiens, il manque un N. Pour provision pour sinistres non encore manifestés. Ces obligations découlent d'une réglementation européenne appelée Solvabilité 2, et elles sont reprises dans le Code des assurances.
elles contraignent les assureurs, mais c'est une contrainte positive, à provisionner tout à fait correctement leurs risques, c'est-à-dire mettre en face de chaque souscription, de chaque engagement, une somme d'argent qui permettra à tout moment de pouvoir honorer son engagement. Ça, c'est pas très compliqué quoique, quand on gère des risques de branche courte, parce qu'en gros, le 31 décembre, un assureur automobile, il est capable de savoir s'il a perçu suffisamment de primes dans l'année par rapport au coût des sinistres qu'il a dû payer. Quand on est sur une branche longue comme la décennale, et que la base indemnitaire est l'année de la DOC, seulement en 2033, voire 2034-2035, l'assureur construction saura si les primes qu'il a perçues en 2023 pour des chantiers construits en 2023, ces primes auront-elles été suffisantes pour payer tous les sinistres qui vont venir dans la décennie à venir. Donc, vous voyez que c'est extrêmement technique et compliqué. Donc, ça requiert donc une excellente connaissance des métiers du bâtiment, une solidité financière et une grande maîtrise de l'assureur, de sa politique de souscription et une politique prudente de provisionnement. Tu passes à la suivante, s'il te plaît. Alors, je vais passer vite sur ces deux planches-là, sur le thème des développements des assureurs en libre prestation de services. Bon, comment dire ? La libre prestation de services, ça n'est pas un gros mot, c'est permis par l'Europe et ça permet à un assureur agréé dans un pays de l'espace économique européen d'offrir ses services dans un autre État de l'Union économique européenne. L'autorité de contrôle française, la CPR, a un simple rôle d'enregistrement parce que c'est l'autorité du pays d'origine qui est responsable de la supervision de l'assureur étrangers, entre guillemets, notamment du contrôle du respect des règles de gestion sinistre et de solvabilité. On a eu malheureusement un fort développement entre 2007 et 2017 de cette pratique au sein d'abord des Antilles, et puis non d'abord de la Réunion, puis des Antilles, et puis ensuite ça s'est étendu dans les COM, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Donc, il convient d'être prudent dans le choix de son partenaire, car en l'occurrence, toutes les compagnies qui figurent sur cette page et sur la page d'après n'existent plus. C'est-à-dire que malheureusement, elles ont surfé sur un biais qui était l'absence de précision sur les règles de provisionnement et malheureusement, elles n'ont pas correctement provisionné leurs engagements. Donc, au début de leur activité, ça ne se voyait pas trop parce que les sinistres ne survenaient pas, mais au bout d'un certain nombre d'années, vous voyez, 2007-2017, eh bien, les sinistres sont arrivés et malheureusement, elles n'étaient plus en capacité d'honorer leurs engagements. Donc, ça a été extrêmement préjudiciable à beaucoup d'entreprises et de maîtres d'ouvrage qui avaient fait le choix de confier leurs assurances à ces assureurs opérant en libre prestation de services, mais à tort, parce qu'ils avaient probablement payé moins cher leurs cotisations, mais si au final c'est pour se retrouver sans aucune couverture d'assurance en cas de survenance d'un sinistre, c'est déjà avoir payé sa prime beaucoup trop cher. Sans compter qu'il n'y a plus personne non plus d'assureur non plus, pour assister l'entreprise dans la gestion de ce dossier. Donc non seulement il ne sera pas indemnisé, mais en plus il devra prendre à sa charge ses frais d'expertise et de défense dans le cas échéant. Donc voilà, ça a été un mini-scandale. Tu peux passer à la planche d'après, voire même à la suivante, pour qu'on parle des conséquences de ces faillites en cours. Donc, pour les sociétés
pour les entreprises, avant de ça, pour les entreprises, je dois rappeler, comment dire, que ces solutions d'assurance ont été beaucoup commercialisées par des intermédiaires qui eux-mêmes n'étaient pas très professionnels ou n'étaient pas suffisamment clairvoyants à minima et donc n'avaient pas donné des bons conseils. Donc ça, voilà, on avait à ce moment-là une chaîne totale qui a défailli. Donc les conséquences de ces défaillances pour les sociétés concernées, ça a été la nécessité de souscrire un nouveau contrat pour assurer la continuité des garanties. Plus de garanties décennales pour le passé, c'est ce que j'ai déjà dit. La CPR ayant toutefois rappelé que chaque professionnel intervenant dans la chaîne de distribution doit faire preuve de vigilance dans la sélection de ses partenaires. Ça visait ça visait précisément donc les intermédiaires que j'ai rappelés. En ce qui concerne le fonds de garantie des assurances obligatoires, le FGAO, l'extension de la mission défaillance du FGAO ne fonctionne que pour les contrats souscrits à partir du 1er juillet. On n'a pas précisé l'année, mais c'était au tout début des premières défaillances. Ce qu'il faut retenir, c'est que le fonds n'est mobilisable que pour les propriétaires particuliers et c'est limité au contrat de dommage-ouvrage. Donc, une entreprise n'entre pas dans ce cas de figure-là, et un maître d'ouvrage professionnel non plus. Donc, encore une fois, ça a généré possiblement des défaillances d'entreprise, puisque une entreprise qui n'est plus assurée, si elle doit faire face à un sinistre, peut-être qu'elle a la trésorerie pour répondre une fois à un sinistre, mais peut-être pas deux. Voilà. Donc à ce jour, il y a moins d'acteurs qui opèrent en LPS de manière irrégulière, c'est ce qu'il faut dire, mais on a toujours des compagnies qui sont possiblement économiquement fragiles et surtout, j'attire votre attention sur le fait qu'encore récemment, et malheureusement, il a été porté à notre connaissance, en particulier dans la zone antillaise, la commercialisation de services d'assurance par une entreprise, et je ne dis pas volontairement par une compagnie d'assurance, par une entreprise, car cette entreprise n'était pas enregistrée auprès de la CPR. C'est donc en toute illégalité qu'elle a commercialisé ces contrats. Voilà, donc en résumé de ce dont on va arriver à la fin, j'ai à peu près tenu les délais, mais si je voulais résumer les choses, les thématiques de ces assises portent sur comment renforcer la contribution des acteurs ultramarins dans la production de référentiels pour la construction durable. Vous avez vu que moi, je suis assez attaché à la notion et au concept de pérennité des ouvrages, parce que la construction durable, c'est une chose, mais la pérennité des ouvrages, c'est ce qui est compatible avec le système d'assurance de couverture décennale que je viens de vous exposer. Je pourrais dire aussi peut-être que avoir les contraintes de l'innovation en tête, c'est parfait, mais se dire aussi qu'il est certainement possible de faire évoluer les choses sans faire de concessions sur la qualité, ça me semble être un impératif. Je pourrais aussi peut-être ajouter en synthèse qu'en la matière, il est nécessaire de ne pas confondre vitesse et précipitation et probablement qu'il est possible de travailler sur les points faibles du système actuel dont on connaît les imperfections sans forcément tout avoir à remettre en cause. Je lance peut-être une idée de nouveau débat. Faut-il tout casser pour mieux faire? C'est un peu provoque, mais tant pis. Je peux aussi dire que les assureurs et affirmer que les assureurs soutiennent le concept de mutualisation des travaux conduits par les différents territoires ultramarins, mais que nous devons tout de même être vigilants et ne pas dupliquer systématiquement pour tous les territoires sans avoir réfléchi aux conséquences locales, car les territoires ont chacun leurs propres caractéristiques. Donc, dupliquons ce qui peut l'être, mais spécifions ce qui doit l'être. Voilà, si je pourrais résumer.
Voilà, je vous ai livré les bases de notre système de protection et l'état de mes réflexions en cours. J'espère avoir été clair dans les propos et j'ai tenu avec difficulté tout le timing. Merci Frédéric, merci Anne-Sophie. Donc en effet, hein, merci pour l'exhaustivité des propos tenus. C'était important de prendre le temps quand même de balayer tout ça. La conclusion, hein, tu l'as presque faite, puisqu'avant de reprendre les questions, je vais regarder rapidement s'il y a des questions où on n'a pas apporté de réponse. Voilà, c'était la dernière Web Masterclass. L'objectif, c'était vraiment de faire un maillage complet sur les thématiques qui nous intéressaient, qui étaient celles de la qualité de la construction dans le temps. Tu as parlé de pérennité, avec les contraintes environnementales, climatiques, économiques et bien sûr sociales qui arrivent. Donc voilà, j'espère qu'on a balayé tous les sujets, que dans les ateliers, vous aurez la matière pour travailler, avoir les réponses. Je voulais juste en profiter pour préciser aussi que lors des assises le 19 et 20 février à Paris, où les rapporteurs des différents territoires viendront apporter justement les synthèses des travaux faits sur les différents territoires, il y aura aussi la présence de l'ensemble des intervenants. On vous a sollicité, hein, tous les intervenants, pour être présents ces 2 jours, pour pouvoir continuer les échanges et peut-être identifier des sujets encore plus précis avec certains interlocuteurs. Donc voilà, ça c'est aussi un plus des assises, hein, de pouvoir confronter les intervenants sachants sur ces thématiques-là aux idées qui vont émerger dans les ateliers locaux. Je ne vais pas prendre plus de temps pour faire cette conclusion. Donc un grand merci à tous d'avoir participé. On a été autour d'une cinquantaine, entre 30 et 50 à participer en direct, mais avec les décalages horaires, etc. Il y a beaucoup de personnes qui les ont déjà regardés en replay, donc c'est plutôt intéressant. Et puis moi je vous souhaite pour la suite des bons travaux dans les ateliers locaux, puisque c'est ça la suite des assises, avant de se retrouver le 19 et 20 février à Paris. Donc merci à tous et à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.